Et moi qui pensais qu'on avait un peu terminé cette tendance des petites amourettes pour Zia à chaque fois qu'on arrivait à un endroit, eh ben non, c'est pas fini. L'histoire se poursuit alors que Tao est donc capturé par Ambrosius. Et donc, j'en parle tout de suite de cette partie-là parce qu'il y a toute une partie où il essaye de l'amadouer un peu en lui disant que s'il a fait ce qu'il a fait, c'était par obligation, mais il le considère quand même comme un fils, il a beaucoup d'estime pour ce qu'il est. Il essaye clairement de l'amadouer pour qu'il soit de son côté. Il lui parle même à un moment donné de l'ordre dans lequel lui, Athanaos et le docteur Laguerra étaient, oui parce que oui, il était dans cet ordre-là, et pas du tout fait référence ou quoi que ce soit à ça, j'ai pas souvenir une seconde que Laguerra avait une quelconque expérience par rapport à la population mue dans la saison 1, personnellement, mais apparemment c'est le cas. Ça s'appelait l'Ordre du Sablier, et je suis sûr qu'on s'étendra davantage là-dessus plus tard. Mais bon, Ambrose utilise les techniques de manipulation basiques, genre, ah, je crois vraiment en toi, aide-moi à rétablir la culture du peuple de Mu, ce que je veux faire, c'est la remettre en avant, la faire découvrir au monde, etc., etc. Je te considérerais un petit peu comme un fils. Et ils ont pas besoin de toi, Tao et Zia. Tu es la troisième roue du carrosse, entre guillemets. Ce genre de conneries. D'un côté, je suis un peu déçu que ça se résume à ça. Parce que vraiment, c'est des techniques de manipulation basiques. Et je sais pas, est-ce qu'ils essayent vraiment d'insinuer qu'Ambrosius a quand même une légère affection pour Tao, malgré ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'ai vraiment le sentiment que c'est juste un sale connard qui veut le pouvoir pour une raison X et qui veut juste manipuler les gens, c'est tout. Et donc, j'en sais rien, ça me fait pas du tout la même impression que la relation Jim Hawkins et John Silver dans la planète au trésor, par exemple. Alors qu'on pourrait faire un léger parallèle par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il a des intentions beaucoup plus vaches qu'il ne le laissait paraître, Ambrosius, mais il a quand même gardé cette affection pour Tao. Je le ressens pas trop, ça, je le cache pas. Au début, je me suis dit, ah, peut-être il y avait quelque chose. Et quand il a commencé à lui parler, lorsqu'il entrait dans la nef, je me dis, ah, tiens, il y a peut-être une affection réellement de sa part, en fin de compte, envers Tao. Mais au fur et à mesure de leurs interactions, j'ai surtout ressenti le fait qu'il cherchait juste à l'amadouer pour participer à ses plans et c'est tout. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils essayent de faire passer une espèce d'affection de la part d'Ambrosius, mais au fur et à mesure de l'épisode, je l'ai pas ressenti. Enfin bon, Ambrosius fait gaffe à pas grand-chose, faut dire ce qui est, parce que pendant que Tao a été un petit peu amené à son labo, on lui a fait découvrir certaines choses, ils n'ont pas surveillé très bien, ce qui fait qu'il a réussi à voler une espèce de tournevis ou je sais pas trop quoi, petit outil, et qui lui permet, lorsqu'il est enfermé dans la chambre où il doit se trouver, de se barrer, de forcer la serrure pour essayer de partir. Mais en chemin, ils tombent sur la chambre où se trouve Athanaos. Ils ont une petite discussion comme quoi le palais est super gardé, etc. Alors que il y avait un moyen de s'en sortir sans passer par les gardes, par justement le coin d'eau qu'on a vu, mais j'imagine que c'est trop dangereux ou un truc comme ça. Donc Athanaos dit non, 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 ne me libère pas parce que c'est trop bien gardé, etc. Faut d'abord faire passer un message. Et donc, étant donné que Pichou a lui aussi été capturé, et c'est un petit peu ça qui a forcé Tao à suivre Ambrosius, etc., le truc c'est de retrouver où se trouve Pichou pour qu'il envoie un message à tout le monde. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'était acceptable. Vraiment, je suis vraiment déçu depuis quelques temps. C'est vraiment pas par rapport à cet épisode-là particulièrement que qu'on résume Ambrosius à cette espèce de gros méchant prêt à tout, qui n'a semble-t-il pas de grande complexité dans ses motivations. J'en sais rien, peut-être que je me trompe, peut-être que les soleils noirs c'est pas juste des outils pour avoir le pouvoir ou une connerie comme ça, et que ça sera plus complexe que ça, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va être le cas. Et ouais, sa méthode de manipulation, c'est du classique vu et revu. Donc, bon, voilà. C'est pas mauvais cette partie-là, mais c'était bof. Donc, pendant tout ce temps-là, il y a
nos héros qui sont retournés au village pendant que Mendoza a préparé des petits trucs pour se cacher dans les arbres pour les enfants. Et au passage, il y a un passage avec Sancho que j'ai trouvé tellement con. Il y a quoi, 6 gosses. On lui demande de compter déjà les enfants alors qu'il y en a 6, 8, un truc comme ça, quoi. Ouais, n'importe quel pecno pourrait faire ça en 3 secondes. Mais non, il demande ça à Sancho, vous savez, le mec qui bégaye. Donc il prend 3 plombs pour compter un gosse à la fois. Et il y a quoi, comme j'ai dit, 6, 8 gosses. Ils ont décidé de se marrer en se mettant l'un à côté de l'autre à la suite, de façon à ce que, étant donné qu'il va super lentement, il les compte un par un et il atteint un nombre énorme alors qu'ils sont que 8. Vous voyez, c'est complètement débile. Ça aurait pu marcher si ça a été, je sais pas quoi, 15, 16, mais ils sont 8, merde. Ça va quoi, au bout d'un moment, Sancho, même si t'as un champ visuel réduit parce que je sais pas, ton cerveau est trop petit pour ça, une connerie comme ça, tu devrais te rendre compte que tu comptes les mêmes gosses qui se ressemblent un peu, tu fais vraiment gaffe à rien. Quoi. Sérieusement, c'est une façon d'appuyer la connerie du personnage que je trouve affligeante et insultante. D'ailleurs, il va y avoir un autre truc par rapport à ça un peu plus tard. Enfin bon, à ce moment-là, Esteban et compagnie rentrent dans le village. Ils informent un peu tout le monde et ils se disent il faut avoir un plan pour prendre d'assaut le palais afin de récupérer Tao, et de même que les parents kidnappés, etc. Et le truc, c'est que ça va pas être aussi évident que cette fois où il suffisait de foncer avec le grand condor et puis c'est bon, tout le monde était impressionné. Avec Ambrosius, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ils se disent, ah, il y a peut-être moyen, étant donné qu'il y a un cours d'eau dans le coin, qu'il y ait une sorte de rivière souterraine. Je vois pas trop la logique, mais oui, peut-être, ok. Et c'est là que la petite aventure qu'ont vécu Sancho et Pedro il y a 2 épisodes entre en jeu, puisqu'ils racontent de façon guignolesque cette aventure super épique aux enfants, et ça tombe aux oreilles de nos héros qui se disent ah, vous avez entendu un grondement dans ce temple avec les singes et tout, peut-être que c'est signe qu'il y a une rivière souterraine, mais voilà, c'est la nuit, donc on va attendre un petit peu, on va attendre demain matin pour explorer ça, parce que la jungle est dangereuse de nuit, etc., etc. Et devinez ce que Stéban fait à ce moment-là. Je vous laisse deviner. Hein. Il se dit oh bon merde alors, j'y vais. Je demande à Gunjan, je sais plus exactement son nom. À nouveau, j'ai beaucoup de mal à me souvenir du nom de ce mec-là. Et tu peux m'amener au temple. C'est bon, on s'en fout de ce que pensent les autres. Comportement tête brûlée qui commence vraiment à me saouler. Voilà. Ça me faisait un peu tiquer avant, je vous le cache pas, mais c'est systématique maintenant. C'est toujours une tête brûlée. Il faut que j'aille là, il faut que j'aille là, il faut que j'aille là. J'y vais tout seul en plus, hein, c'est parce qu'il demande même pas à Zia si elle veut l'accompagner. Allons, hein, tout seul. Vas-y, amène-moi là, je me charge tout seul des choses. Vas-y, Pepper, je suis le meilleur. Vous savez, depuis que Tao me suis un petit peu fait à son chauvinisme, etc. Je commence un petit peu à le tolérer, hein, ce nouveau Tao-là. Maintenant, je me rends compte d'à quel point vous forcez ce caractère lourdingue chez le personnage d'Esteban. Maintenant, c'est lui qui me gonfle. Voilà, c'est plus Tao qui me gonfle, c'est Esteban qui me gonfle. Voilà, et s'il y a un petit peu parce qu'il est surcheaté. Donc, ouais, et puis, c'était... Pourquoi qu'il a fait ça tout seul? Pour rien, parce que Sia l'a vu venir. Ouais, il a vu venir, ah, vous avez mis du temps, elle les attendait au coin, elle savait qu'il allait avoir ce plan, Esteban. Alors, je sais pas, mais un truc tout con, vous auriez pu montrer cette espèce de complicité entre deux en faisant en sorte qu'ils aient cette idée ensemble, qu'ils viennent se proposer ensemble de partir. Pas juste Esteban qui la joue, ouais, j'y vais tout seul, je suis un héros. Non, pas ça, c'est saoulant, je vous le cache pas. Enfin bon, il y a Gunjan, ou quel que soit son nom à nouveau, je suis désolé si je m'en souviens pas bien, qui est impressionné par la fougue dont fait preuve Zia à ce moment-là, et qui dit, lorsqu'elle prend les devants, oh, elle a du cran cette fille. Et puis Esteban qui réagit avec un gros sourire en disant, c'est mon ami. On le sait, je pense qu'ils doivent le savoir, Esteban. Quoi, vous êtes arrivés ensemble, vous étiez ensemble pendant un petit moment. Vous devrez le savoir. C'est quoi cette réplique débile? Et puis la façon dont il le dit, je sais pas. De ma part, ça fait presque
Genre, et c'est moi hein, qui interprète mal, j'en suis sûr. Ça fait presque non, c'est mon ami. Donc c'est bon, si t'as envie de la voir, tu peux, hein, puisqu'on est juste amis. C'est presque, c'est limite le signal qu'il envoie en disant ça, Esteban, presque. Mais ouais, c'est sans doute moi qui interprète les choses de façon un petit peu excessive. Mais ouais, on va avoir des petits moments comme ça où, oh, il est soufflé par à quel point cette fille est géniale. Et donc, ouais, on va créer une espèce de pseudo-amourette entre ces deux-là, apparemment. Parce que, ouais, c'est la chose qui me manquait de la saison 2, les amourettes entre les garçons de passage et Zia. Ça me manquait trop, ça. Donc, il passe sans problème à la surveillance de Pedro. Ah, parce que oui, Mendoza a assigné Pedro comme premier tour de garde. Et je vous doutez bien qu'il va pas bien remplir son rôle, évidemment, évidemment, hein. Ça c'est clair. Donc il passe sans problème Pedro. Ils se rendent au temple et c'est là qu'ils se font attaquer par les mêmes singes qui ont agressé Sancho et Pedro la première fois qu'ils y sont venus. C'est alors quoi. C'est là que le petit singe que Zia a libéré il y a 2 épisodes surgit pour les empêcher de leur faire du mal et leur raconter comment Zia l'a sauvé. Et donc grâce à ça ils sont reconnaissants, ils se calment, c'est tas de merde. Tas de merde. C'est quoi ce cliché de merde? Ok, le cliché du je sauve un animal, le karma me rattrape, il vient m'aider à la fin. Déjà, je trouve ça un petit peu usé, mais c'est tellement forcé, ridicule, excessif, ça. Genre, comme par hasard, le singe qu'elle a sauvé, il est en relation avec tous les singes, donc il a moyen de complètement les influencer tous, évidemment. Et grâce à ça, ouais, ils sont copains et tout, et je suis sûr qu'ils interviendront plus tard. Alors là, c'est moi qui balance un truc comme ça, mais je le vois trop venir là. Je le vois trop venir côté, ah, il y a un conflit général avec tous les méchants sbires d'Ambrosius. Ah, les singes vont arriver pour combattre les CD. Je suis sûr qu'on va avoir un truc comme ça. Peut-être que je me trompe, mais je suis sûr à 90% qu'on va avoir un truc comme ça. C'est tellement forcé, ce truc. Et enfin bon, grâce à ça, ils peuvent se rendre donc dans la crevasse où Sancho et Pedro ont tendu le grondement. Et, oh surprise, c'est bel et bien là que se trouve une rivière souterraine qui leur permettra d'accéder, je sais pas trop comment pour l'instant, au palais par-dessous, d'une quelconque façon, on verra bien. Et je sais pas, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Revenir au village pour prévenir les autres? Ou genre, Ziva, on y va tout de suite? Ouais, je vous parie pour la deuxième solution, pas vous? Ouais. Ensuite, du côté du village, on voit donc quelques soldats du Raja qui accompagnent des disciples afin d'aller au village des enfants pour les prendre et leur faire du travail forcé. Et apparemment, même la Guerra n'est pas très contente à cette idée, mais ils suivent tous les ordres d'Ambrosius pour ça. Je sais pas, il est vraiment totalement sous son joug, le Raja, pour accepter comme ça d'aller faire capturer des enfants. Alors, il y a un truc intéressant là-dedans, hein, à nouveau, qui reprend ce qu'on a vu dès le début de cet arc, c'est-à-dire que le capitaine de garde est pas du tout content de cette situation-là. Il est obligé d'obéir au Raja parce que c'est son devoir, etc. Mais il se rend bien compte qu'il est un petit peu dirigé par Ambrosius. Donc j'espère qu'à un moment donné, ce sera bien géré par la suite, qu'il y aura un retour de bâton satisfaisant par rapport à ça pour Ambrosius. Mais ouais, j'ai quand même un peu de mal à croire qu'ils acceptent comme ça. Bon, même si ça les dérange, c'est vrai, mais ils acceptent quand même d'obéir aux ordres, d'aller capturer des enfants pour les faire travailler. Hein. Je sais pas, leur Raja leur commande ça, ça devrait pas les faire tiquer un peu. Enfin bon, sachant que ouais, ça les a pas trop fait tiquer d'enrôler de force des parents en laissant des enfants totalement seuls aussi. Hein. Ça aussi, ça les a pas dérangés. Donc, ouais, on sent qu'il y a un effet ras-le-bol de la part des soldats, mais je trouve
qui s'installent un peu lentement par rapport à ce qu'on leur fait faire quand même. Enfin bref, ils se rendent au village qui est donc gardé par Pedro. Et vous vous doutez bien que ça apporte pas grand chose puisqu'il baille aux corneilles. Littéralement, il s'endort pendant son tour de garde. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter de confier des trucs importants à ces deux-là, Mendoza. Vraiment, un de ces quatre, faut vraiment le paraître. Et donc, ouais, le village est en péril. Suspense. Ça allait à peu près vaguement. Il y a beaucoup de trucs que j'ai trouvé très gros et pas intéressants. On reprend les sales travers habituels que j'aimais pas trop dans la saison 2. On continue de rabaisser certains personnages. Bof, voilà, c'était vaguement acceptable, mais ça allait pas très loin, non, hein, c'est... Voilà, après les épisodes 9 et 10, je pensais que peut-être ça allait repartir sur des bons rails. Non, non, ça redescend au niveau de la saison 2 là. Hein. Voilà, même l'arc, le premier arc de la saison 3, arrive à être un petit peu au-dessus des arcs de la saison 2, je trouvais. Mais là, ce nouvel arc, pour l'instant, à part quelques bonnes idées, à 2-3 moments, ça vole pas beaucoup plus haut que les arcs de la saison 2. Et donc, ouais, on est retombé bas. Et c'est frustrant. C'est un peu frustrant, je vous le cache pas. Peut-être que ça se rattrapera par la suite. J'y crois pas trop. On verra bien. À bientôt pour l'épisode 15. Bye.